Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais j'ai voulu m'adapter un petit peu au contexte d'une école préparatoire. Et donc, je vais vous présenter une vidéo de 13 minutes. Et puis, on commencera à parler après. Alors, je vais lancer ça tout de suite. C'est du jeunisme, plus ils sont jeunes, plus ils sont perspicaces. Oui. Gros chantier, là, gros chantier. Ça, on ne peut pas arrêter un gros chantier comme ça. Alors, vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment un gros chantier. Et donc, vous ne le voyez pas, mais on va l'entendre. Donc, je vais essayer de donner de la voix pour essayer de couvrir ces bruits de chantier, si c'est possible. Alors, épigone. Très mal vu d'être un épigone. C'est jamais qu'un épigone. Enfin, on entend dire ça, et c'est plutôt mal vu. On peut imaginer un critique d'art un peu réac qui dirait mais tous ces épigones de Marcel Duchamp me feraient bien rire s'ils ne me faisaient pas pleurer. Enfin bon, on voit bien que quand il dit épigone de Marcel Duchamp, il veut être péjorant. Enfin, péjorant, on dira, si pas l'épigone. Enfin, donc, on accentue le caractère péjoratif comme ça. Donc c'est mal vu. C'est mal vu. Pourtant, la situation d'épigone n'est pas si mauvaise que ça. Je vais prendre un exemple dans une fiction de Borges qui s'appelle Le Quichotte de Ménard. Pierre Ménard est un écrivain imaginaire inventé par Luis Borges qui a une œuvre manifeste dont on parle un peu ici et là dans le texte de Borges, et puis une œuvre cachée, c'est qu'il a réécrit intégralement à la lettre près le Don Quichotte de Cervantes. Mais c'est un écrivain du XXe siècle. Donc, réécrire intégralement à la lettre près le Quichotte de Cervantes quand on est Pierre Ménard au XXe siècle, c'est évidemment venir après, mais faire une œuvre totalement différente. Épigone, c'est celui qui vient après, étymologiquement. Donc Pierre Ménard vient après Cervantes, mais il fait la même chose, mais c'est complètement différent, puisqu'il le fait au XXe siècle. Un exemple alors qui n'est pas de fiction, mais qui est colossal, c'est Hegel. Hegel se considérait comme un épigone, et on voit très bien pourquoi dans la philosophie de l'histoire qu'est le hegelianisme, venir après. Hegel considère qu'il vient après les présocratiques, Platon, Aristote, et toute la philosophie médiévale, après Kant, bien sûr aussi. Il vient couronner en quelque sorte un édifice historique, et il se considère à juste titre comme un épigone. Et quel épigone! Quel épigone! Alors, l'épigone est un petit peu mieux valorisé comme ça. J'ai trouvé un exemple assez amusant chez un grammairien latin du VIe siècle. Il s'agit de Priscianus, Priscien de Césarée, qui écrit dans la préface de son traité de grammaire Quantum sunt juniores, tanto perspicaciores. Alors on pourrait croire que c'est du jeunisme.
plus ils sont jeunes, plus ils sont perspicaces. Mais c'est pas ça du tout. Vous allez voir comment ça se recoupe avec l'épigone. Il parle des grammairiens qui l'ont précédé. Alors, quantum juniores, plus ils sont juniors, ça veut dire plus ils sont proches de moi, Priscianus de Césarée, et plus ils sont perspicaces. C'est-à-dire que ce sont tous des épigones successifs qui ont amélioré le travail des grammairiens jusqu'à quand? Jusqu'à moi, Priscien, épigone de tous ces grammairiens antérieurs. Quantum sunt juniores, tanto perspicaciores. Les parents responsables n'aiment pas quand leur adolescent de filles ou de garçons, enfin, leur déclare après mon bac, je veux faire les beaux-arts. Ils n'aiment pas. Enfin, Jessica, tu n'y penses pas, tu ne sais même pas si tu as du génie pour percer, parce qu'il faut percer après 5 ans d'études, un diplôme qui ne veut rien dire, et alors tu ne sais pas si tu as du génie, tu ne sais pas comment tu vas percer, enfin, c'est un truc en plus, hein, tu vois le genre de vie que c'est, enfin, c'est l'alcoolisme, la drogue, mourir prématurément, enfin, mais non, papa, non. D'ailleurs, tu le dis toi-même, quantum sunt juniores, tanto perspicaciores. Mais Jessica, tu me cours sur le haricot à citer tout le temps Priscien à tort et à travers. Mais c'est toi qui le cites tout le temps. Oui, mais moi, c'est pour rire. Tandis que toi, c'est pour aller faire les beaux-arts. Et toutes ces bandes de dégénérés, écoute, moi, je ne comprends pas comment tu peux avoir rien que l'idée. Fais ton droit d'abord. Tu sauras après si tu as toujours la vocation. Parce que comme ça, tu es assuré d'avoir un diplôme avec le droit, ça mène à tout. Ça mène à tout, ça fait que tu peux même devenir, tu peux devenir artiste aussi. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on n'apprend plus rien dans les écoles d'art. Mais si je veux, autrement, je serai trop vieille quand j'aurai fini mes 5 années de droit. Puis je peux faire les 5 années des beaux-arts, alors ça me fera 10 ans, j'aurai 30 ans. Je ne peux pas commencer ma carrière d'artiste à 30 ans. Enfin, mais Jessica, tu te rends pas compte, qu'est-ce que ça veut dire une carrière d'artiste aujourd'hui, c'est rupture, tout genre. Regarde les gens que tu aimes bien, tes Van Gogh, Gauguin et tous ces gens-là, ils sont morts sans avoir vendu une seule de leurs toiles et en plus ils sont morts dans des circonstances horribles. En fait, t'as vu le film de Piala quand même, hein, c'est quand même pas une vie, c'est pas marrant. Hein. Et puis alors, c'est ça ton idéal de vie, peut-être, hein, Jessica, sérieux, s'il te plaît. Et puis rupture. Mais oui, mais moi je crois que je peux faire une rupture aussi dans l'histoire de l'art. Je pense pouvoir apporter quelque chose de totalement différent. Ben, c'est ça. Alors essayez de faire quelque chose de totalement différent, à moins d'être complètement fou. On n'y arrive pas. Les artistes sont des fous, tu le sais bien. C'est peut-être ça qui t'attire chez eux. Mais moi, je ne conseille pas ça du tout à ma fille. Et en effet, les parents responsables ne sont pas modernes. C'est-à-dire, la modernité se définit comme une succession de ruptures, et les parents responsables ne veulent pas que leurs enfants rentrent dans des processus de rupture. Ils les préfèrent des épigones au sens positif du terme. Alors l'image la plus parlante la métaphore la plus parlante de la figure de l'épigone, l'image la plus parlante, c'est l'idée que les épigones sont petits, mais ils sont sur des épaules de géants, des nains sur des épaules de géants, ils voient plus loin. Voilà. Qu'est-ce qui a rendu célèbre cette métaphore de la figure de l'épigone? C'est une lettre d'Isaac Newton. On est en 1674, très précisément le 5 février. Il écrit à M. Robert Hooker, qui est un scientifique de la même époque que Newton. Il lui écrit If I've seen further, it is because I was standing on the shoulder of giants. Si j'ai vu plus loin, c'est que j'étais sur, il ne dit pas un nain, mais enfin, il dit, j'étais sur des épaules de géants. Alors, la gloire de Newton, c'est de se montrer modeste, et les turiféraires de la mémoire de Newton n'ont pas manqué de citer cette lettre pour dire, regardez comme il était modeste,
puisqu'il se déclare sur des épaules de géants, et lui n'aurait fait qu'ajouter une petite pierre à l'édifice, il a vu plus loin parce qu'il était sur les épaules de géants. Si l'on lit bien la lettre, la situation est un petit peu différente, parce que c'est une querelle de priorité qui s'est ouverte avec M. Hooker. M. Hooker, pour parler vulgairement, accuse Newton de lui avoir piqué ses idées sur la théorie des couleurs. Alors, dans sa réponse, il dit non, non, moi j'ai vu plus, bien sûr je me suis appuyé sur vous, mais j'ai vu plus loin que vous, parce que c'était vous les deux géants, parce qu'il y a Descartes aussi principalement de géants dans cette lettre, j'ai vu plus loin que vous, et j'ai vu plus loin que Descartes. Et dans la querelle de priorité, dans les querelles de priorité, il y en a souvent dans la science, Newton était particulièrement déloyal. On sait que le comité de la Royal Society qu'il a mis en place pour trancher sur la priorité qu'il avait sur Leibniz à propos du calcul à infinitésimale, et ce comité était entièrement manipulé par lui. Il a écrit anonymement la préface et les conclusions. Donc on voit que la mauvaise foi, plutôt que la modestie, pouvait animer Newton quand il a utilisé cette très belle métaphore. Alors, d'où vient-elle cette très belle métaphore? Un peu avant Newton, une cinquantaine d'années, dans son Anatomie de la mélancolie, Robert Burton, à la préface, dit « Si j'ai vu plus loin, c'est que j'étais comme un pygmée sur des épaules de géants, ainsi que le dit Didacus Stella. » Qui était Didacus Stella? C'est un auteur espagnol, Diego Estel, et qui lui-même l'emprunte ailleurs. Alors on peut remonter, et à force de remonter, on arrive, via Jean de Salisbury, on arrive à Bernard de Chartres. Alors, on peut se poser la question de savoir où Bernard de Chartres a trouvé cette très belle métaphore, essayer de remonter encore plus loin, et on n'y arrive pas, mais on se pose des questions pour savoir si, par exemple, on voit les vitraux de la cathédrale de Chartres, on voit des évangélistes sur les épaules des prophètes, et donc le Nouveau Testament voit plus loin que l'Ancien Testament, donc ils sont comme des nains sur des épaules de géants qui étaient les prophètes. Et là, ça ne marche pas. Parce que la cathédrale de Chartres n'était pas encore finie quand écrivait Bernard de Chartres. Alors on peut encore poursuivre l'enquête, mais plutôt que de remonter, on peut aller voir aussi plus près de nous et voir la fortune fantastique dans les pays anglophones de cette métaphore de la figure de l'épigone. Personnellement, je l'ai même trouvé dans un discours d'investiture de Ronald Reagan. Il parlait des présidents américains antérieurs et dit-il, nous sommes comme des nains sur les épaules de ces géants. Sans doute montrait-il d'ailleurs, là où il faisait son discours, les énormes statues des présidents antérieurs, des présidents fondateurs qui se trouvent à Washington. De vrais géants au sens propre du terme, en tout cas dans la statuaire. Alors si vous voulez explorer un peu plus loin cette métaphore de la figure de l'épigone, je ne peux que vous conseiller le très beau livre de Robert Merton, intitulé comme il se doit, On the Shoulders of Giants. Je vous en recommande très vivement la lecture. Oui, oui. Bon, ben, je crois que c'est assez clair la raison pour laquelle j'ai choisi cette vidéo, puisque la plupart d'entre vous, vous vous préparez comme Jessica, entreprendre des études d'art ou de beaux-arts, ou faire les beaux-arts. Et donc, bon, pourquoi s'appelle-t-elle Jessica ? C'est un personnage inventé par mon collègue et ami Joseph Mouton, qui est professeur à la ville d'Arson. Il a
c'est un garçon très ironique, Joseph Mouton. Il a inventé une étudiante des Beaux-Arts type. Et il l'appelle Jessica Dupuis. Donc quand il veut dire ça, c'est une réaction typique à la Jessica Dupuis. Et donc parfois les profs sont un petit peu vachards, hein, on peut s'y attendre. Et donc cette Jessica Dupuis, j'ai fait quelques vidéos avec mon ami Joseph Mouton, et cette Jessica Dupuis, elle nous sert un petit peu de personne qui incarnerait une étudiante en art, voilà, ou bien un jeune artiste. Enfin, bon. Il est vraisemblable qu'il existe dans la réalité des Jessica Dupuis. S'il y en a dans la salle, je leur présente nos excuses, Joseph et à moi. Alors, bon, Jessica, elle dit qu'elle peut faire rupture dans l'histoire de l'art. C'est une situation qui est très typique de notre modernité, ainsi qu'il est dit dans un. On peut penser que dans beaucoup de civilisations, faire de l'art, c'est au contraire arriver à perpétuer une tradition, arriver à perpétuer un savoir-faire, et non pas faire advenir toujours du nouveau, de la différence, être le premier à avoir fait tchic ou tchac, être le premier. C'est moi le premier. Non, c'est moi le premier. C'est mon idée. C'est assez typique de nous, de notre, excusez-moi, quand on dit nous, c'est toujours un petit peu un coup de force, comme un coup de force, oui, c'est inclure des gens, on ne leur a pas demandé leur avis. Enfin, vous voyez quand même bien qu'en art, d'être le premier, ou que ce soit mon idée plutôt que l'idée de quelqu'un d'autre, ça compte beaucoup. Et ça compte vraiment. C'est vrai, Jacques Lizen, petit maître liégeois de la fin du XXe siècle, qui est toujours bien vivant et de bon pied bon oeil, avait une émission de radio qui s'appelait Le petit music-hall et son chanteur en dessous de tout. Alors, le jingle qui lançait l'émission, c'est voilà, le minable music-hall et son chanteur en dessous de tout. Oh, tout le monde peut le faire. Oui, mais la place est déjà prise. Et donc, c'est ça, être le premier, c'est la place est déjà prise, même si c'est en dessous de tout. Et on est beaucoup là-dedans quand on est confronté à la perspective de faire une démarche dans une école d'art et ensuite dans l'art contemporain. Donc, ça pose, donc là je parle de vos futurs problèmes, non seulement pour entrer dans les écoles d'art, mais ensuite pour faire des études et pour ensuite faire une très longue 6e, 7e, 8e année qui dure toute la vie. Et, mais je peux parler aussi du problème que ça pose aux enseignants, parce que, évidemment, comme enseignant, si je donne un très bon conseil, ce qui peut arriver, parce que ça colle bien, ce serait bien pour prolonger le travail et tout ça. Oui, mais moi je suis l'étudiant, je dis, je veux l'avoir trouvé tout seul. Donc si je reçois un très bon conseil, ben, je ne vais pas le suivre, parce que ça voudra dire que je suis un épigone, je vais suivre, épigone, c'est-à-dire celui qui suit, je vais suivre un conseil. Donc, je n'aurai pas trouvé tout seul, ce ne sera pas mon idée à moi tout seul. Donc, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire semblant de donner des bons conseils, ou bien donner exprès des mauvais conseils pour que l'étudiant aille de l'autre côté. C'est peut-être ça, la tactique à suivre. On dit là, oh, vous devriez faire ça. J'ai bien vu, je vais faire le contraire. Mais alors, la ruse, c'était ça qui passe, le contraire. Donc, bon, c'est pas seulement un problème d'enseignant, je pense que c'est un problème entre les générations. Par exemple, mon frère, quand il avait envie qu'un de ses garçons lise un livre, il le cachait sous son lit. Donc
qu'ils étaient cachés comme ça, il était sûr que ces garçons allaient. Qu'est-ce qu'il y a là, caché un bouquin sous son lit? Je vais lire. En cachette. C'est un peu ça la situation d'enseignement. Donc ça met en question la situation de l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose d'assez important dans l'enseignement, aussi bien des deux côtés de la barrière. Enfin, c'est quelque chose, enseignant, enseigné, transmetteur, transmis, transmission. Ça a été un peu à la mode, transmission, il y a quelques années. On ne parlait pas d'enseignement, on parlait de transmission. Voilà. Transmission, c'est comme dans un moteur automobile, comme ça. Donc la voiture avance, la transmission reste sur place. Par rapport à la voiture, elle n'avance pas, la transmission. Donc l'autorité, oui. L'autorité, c'est un thème un peu à la mode, aussi parce qu'elle fout le camp. Et c'est assez terrible, d'ailleurs, je veux dire, d'une manière générale, tout fout le camp. Hein. Mais l'autorité, c'est un problème parce que l'autorité, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui est important de dire sur l'autorité? J'ai été voir l'article de Wikipédia, je suis assez sidéré comme il est mal fait. Mais souvent c'est très très bien Wikipédia, moi je m'en sers énormément. Donc je me disais, ça va me faciliter la tâche, mais pas de chance. Celui-là est mal fait. Par exemple, les deux auteurs qui sont cités le plus abondamment, je dois avoir ça quelque part. Si je retrouve. Non. L'idéal, ce serait que je connaisse leur nom par cœur. Mais l'ennui de cet article de Wikipédia, c'est que ce sont deux inconnus. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire leur nom. Et donc, par exemple, dans cet article, on ne cite pas Hannah Arendt, qui a quand même écrit un très bel article intitulé « Qu'est-ce que l'autorité ?» Bon. Non. Bon, tant pis. Une chose très importante que j'ai apprise dans mon travail d'enseignant, c'est qu'il faut toujours mettre les noms propres au tableau. Toujours. Pourquoi? Parce que ça va plus vite pour les recherches sur Wikipédia de l'étudiant. Et non, c'est vrai. Puis c'est agaçant parce que vous allez devoir écrire un mémoire. Hein. C'est très nouveau. C'est une épreuve. C'est très difficile. Hein. Alors s'il y a des fautes d'orthographe dans les noms propres, non. S'il y a des fautes d'orthographe dans les noms propres, c'est votre tuteur qui suivra la rédaction du mémoire qui va passer son temps à corriger. Il passe son temps à corriger les fautes d'orthographe. Le mémoire, c'est surtout un gros travail pour les profs. Bon. On va faire un débat là-dessus. Et donc, où en était-je? Autorité. Donc, je vais plutôt prendre la version Hannah Arendt. Mais l'autorité, ce n'est ni la contrainte par la raison, par l'argumentation, par la persuasion, ni la contrainte par force, c'est autre chose. C'est autre chose. Et elle s'appuie sur les institutions de l'Antiquité, et particulièrement de l'Antiquité romaine, où c'est une société où chacun a sa place. Et donc, à l'autorité, la personne, bonne ou mauvaise, qui est placée dans la case auquel on accorde le statut d'autorité. Le Sénat, par exemple. Un sénateur, il a de l'autorité, que ce soit une grosse pièce ou non. Et
Donc, c'est la place. Or, d'après Hannah Arendt, parce que le livre dans lequel elle a recueilli cet article, Qu'est-ce que l'autorité ? Il s'appelle Crise de la culture. C'est un auteur qui pense que, sinon tout, beaucoup fout le camp. Et donc l'autorité aussi fout le camp, parce que, avec les bouleversements de la société moderne, industrielle, et puis les bouleversements du XXe siècle, à la guerre mondiale, des places, des cases bien dessinées, comme dans la société romaine, ça n'existe plus, donc il n'y a plus d'autorité. Et du coup, dit-elle, ça pose un problème pour l'éducation, puisque éducation et autorité ont un rapport étroit. L'éducation, c'est autre chose qu'un enseignement. Et voilà. Par quel bout on peut le prendre? Moi, je l'ai pris il y a déjà bien longtemps. Ça m'est revenu en pensant que j'allais venir dans une école où on fait des préparations, tout ça. J'ai fait une autre définition de l'autorité qui est une définition, je pourrais dire, opératoire. Oui. Il y a autorité quand un énoncé constatif est pris pour un énoncé prescriptif. Je m'explique. Un énoncé constatif, c'est un énoncé qui peut être vrai ou faux, qui constate quelque chose. Voilà. Tout simplement. Un énoncé prescriptif, c'est un ordre. Si je reçois une constatation comme si c'était un ordre, ça veut dire que je vais recevoir cette constatation et essayer de la rendre vraie. Ça veut dire que je vais la prendre pour une prescription et je vais obéir à cette prescription supposée. Ma supposition a mis la personne qui a fait ce constat en position d'autorité. Je transforme ces constatations en ordre. Alors, ça fait des... Est-ce qu'il faut me donner un exemple? Je voudrais pas être trop autobiographique, c'est ça qui m'embête un petit peu. Enfin bon, voilà, je pourrais prendre aussi le terme d'argument d'autorité. Donc il y a aussi une longue histoire, l'argument d'autorité au Moyen-Âge, c'est l'argument puisqu'Aristote l'a dit, donc c'est vrai. Donc les constats d'Aristote, il faut se débrouiller pour les rendre vrais. C'est-à-dire, même s'il faut tordre la réalité, pour transformer les constatations peut-être erronées d'Aristote en vérité, il va falloir y obéir et faire des efforts. Il va falloir faire des efforts pour rendre vrai ce qu'a dit l'autorité, en l'occurrence Aristote. Et aujourd'hui, bon, bah, par exemple sur Facebook, on voit beaucoup d'arguments d'autorité, je trouve. C'est-à-dire, on voit une photo de Einstein avec une phrase énigmatique et intelligente à la fois. C'est Gandhi, voilà. John Cage, ou bien, comment s'appelle le chanteur de Nirvana qui s'est suicidé? Kurt Cobain. Voilà. Kurt Cobain. Je fais un petit peu vieille, je crois. Kurt Cobain, le pauvre. Et donc on voit des phrases, c'est un argument d'autorité. On va rendre vrai, les personnes qu'on admire, ils ont dit des phrases belles et énigmatiques, on va essayer de les rendre vraies, donc les prendre comme des prescriptions plutôt que comme des constatations. Voilà la définition de l'autorité. Alors, c'est qui est... on est toujours un petit peu obligé de se rapprocher donc j'ai pris un peu le modèle familial pour parler du modèle de l'enseignement. C'est certainement une erreur, mais comme on essaie d'aller vite, il faut bien se rendre compte que ça marche en partie. Dire, voilà, les profs de beaux-arts, ils donnent des mauvais conseils pour être sûr qu'on fasse le contraire et que ça se transforme donc en bons conseils. Mais aussi, cette tentative de rendre vrai des constats qui sont peut-être idiots, ça rend fou. Alors,
La figure de ça rend fou, c'est quelque chose qu'on trouve sous la plume d'un auteur anglo-américain, dont je vais vous écrire le nom, qui a été un peu à la mode, et on n'en parle plus trop pour le moment, mais enfin ça a quand même très bien marché parce qu'il a laissé une notion qui est maintenant partout. Il s'appelle Gregory Bateson et il a inventé la notion de double bind, qu'on traduit en français par double contrainte. C'est chez lui que j'ai pris cette idée de rendre vraie une constatation, qu'elle soit fausse ou pas. La tentative, c'est-à-dire obéir alors qu'il s'agit seulement d'une constatation. Alors il dit double bind, c'est être soumis en permanence à des ordres contradictoires. Mais il y a aussi des constatations contradictoires. On peut dire la neige est blanche et la neige est noire. Et si la personne qui dit ces deux choses contradictoires est en situation d'autorité, la personne qui est en dessous de son autorité, qui va essayer de rendre vrai les deux phrases, la neige n'est pas blanche et la neige est blanche, cette personne va trouver une solution. Peut-être de devenir cinglé, mais peut-être mieux. Ça peut être créatif aussi, d'être coincé comme ça, par une personne d'autorité. Alors, il donne des exemples dans tout le règne animal, dirais-je, des mammifères particulièrement, puisqu'il a étudié pas mal des dauphins. Donc, un dauphin soumis à des contraintes de double bind peut inventer des comportements qu'on n'avait pas observés dans l'espèce. Mais il peut aussi se laisser crever, parce que c'est trop dur, quoi. Donc, c'était délicat. J'ai pensé aussi que vous allez être confronté, en tout cas dans les premières années, mais peut-être pendant toute la durée de vos études d'art, à ça. C'est-à-dire des injonctions contradictoires et qu'il va falloir inventer quelque chose pour ne pas devenir fou. C'est un petit peu ça. Le père de Jessica dit « Ouais, mais les artistes sont fous ». Ouais, mais peut-être qu'ils inventent quelque chose pour sortir de contradictions qui sont apparemment indépassables. Tous les artistes sont fous. Oui, mais c'est bien obligé, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, d'accord. Mais, un exemple. Les exercices qu'on donne aux étudiants, particulièrement en première et deuxième année, sont... C'est quand même... Je ne citerai pas de nom, mais... L'année dernière, un de mes collègues avait donné pour exercice aux étudiants de première année une double phrase qui était Manitas de plata, vanitas de tapas. Et démerdez-vous. Donc, alors, bon, moi j'étais dans le jury de fin d'année de cette première année. Ils ont trouvé des trucs formidables. Ils avaient transformé les tapas en pizza avec une forme de guitare. Ou une forme de crâne, parce que les vanités, c'est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Manitas de plata. Qu'il repose en peine. Donc, vous allez en avoir tout le temps. Moi-même, j'ai donné cette année un exercice à un groupe d'étudiants de première année. Bon. C'est une classe de volume. Je leur ai demandé de faire un pilon de poulet. Donc, par rapport à l'idée qu'on se fait d'une classe de volume, enfin, où on va apprendre... Bon, tous les moyens sont bons. Faites-moi réfléchissez. Qu'est-ce que c'est qu'un pilon de poulet? L'articulation avec... Là. Non, c'est plutôt là, comme ça. Vous allez le faire mobile ou bien... volume, n'oubliez pas, c'est en volume.
oui, la police, ça va aussi, on peut faire des jeux de mots, d'accord. Et ainsi de suite. Donc, là devant, et devant ça, il faut ne pas devenir fou, ou bien devenir fou d'une façon qui est satisfaisante, une folie satisfaisante. Alors ce double bind, ça m'a fait penser que je sais pas lequel est le moins sec. Ça m'a fait penser à une expression latine e falso quodlibet. Et alors, ça nous ramène Scott et pseudo-scotus. Bon, on peut dire Scott, scotus. Et falso quodlibet, ça veut dire à partir du faux. Donc une contradiction, c'est blanc et c'est noir à la fois, c'est faux évidemment, une contradiction du point de vue des logiciens, peut-être pas du point de vue des artistes, du point de vue des logiciens. Donc, à partir du faux, comment est-ce que ça se goupille? Dans une inférence logique, dans une implication, on a un signe pour faire le si. Alors, et donc, à partir du faux, si c'est faux, alors, quodlibet, tout ce qu'on veut. Faux, vrai, n'importe quoi. Si c'est faux, ça peut être vrai, ça peut être faux, et dans tous les cas, l'inférence complète sera calculée comme vrai. Ça, c'est une découverte qu'on doit à Pseudo-Scotus. Donc on est au XIIIe siècle, d'un Scott qui était un très, très grand théologien, philosophe. À l'époque, on ne fait pas trop la différence. C'est des manuscrits. Ce sont des manuscrits qui sont recopiés dans les quelques universités qui parsèment l'Europe. Alors, comme son nom l'indique, Duns Scotus, c'est un Écossais. Pardon, pour moi, c'est... Et donc, à l'université de Paris, on a recopié les manuscrits de Duns Scotus sur la logique. Et une vingtaine d'années, c'est donc une vingtaine d'années après que Duns Scotus ait fait ses manuscrits, et on a ajouté tout un paragraphe qui s'appelle « E falso quodlibet », à partir du faux tout ce qu'on veut, et l'inférence sera vraie. Et comme on ne sait pas, c'est donc bien plus tard, quand à la Renaissance, les gens se sont penchés sur les manuscrits de Duns Scotus, ils se sont dit « Mais ça, c'est pas du Duns Scotus, ça, c'est pas... Non, pas... Non, qui on ne sait pas. Ah ben, c'est le Pseudo-Scotus. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, le pauvre gars, on n'a pas retrouvé qui c'était. Ben, c'est normal aussi, ça remonte tellement loin, puis enfin bon. Donc, Pseudo-Scotus, il a mis ça. Aujourd'hui, on le fait tout le temps, en logique. C'est une chose... ça c'est... Ouais. Donc, restons-en, parce que là j'ai envie de me lancer dans un truc sur la logique bivalente et binaire, mais ça va nous mener peut-être un petit peu trop loin. Excusez-moi, je vais regarder l'heure parce que je ne voudrais pas vous embêter trop longtemps. Oui, donc à partir d'une contradiction flagrante, quoi qu'on fasse derrière, ça ira très bien. C'est très encourageant, voyez-vous.
partir sur une mauvaise base. Quoi que vous fassiez après, l'ensemble sera réussi, sera vrai au sens des logiciens. C'est un puissant moteur de fiction vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre trop tristement les exercices imbéciles qu'on va vous donner particulièrement la première année. Il faut prendre justement comme et falso. Mais je fais quoi de libette, moi? C'est exactement ce qui me plaît. Et d'ailleurs, je n'ai pas tellement besoin de vous donner le conseil, parce que c'est généralement ce qui se passe. Vous donnez un exercice, et puis hop, ils y vont qu'au de libette. Alors, entre parenthèses, cette locution latine a donné le mot colibet en français. Je pense que certains d'entre vous l'avez remarqué. Bon, voilà. Ce qu'il y a d'amusant avec cette loi, hein, c'est vraiment une loi. Voilà, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, depuis un philosophe et le logicien autrichien qui s'appelle Wittgenstein, on fait comme ça. Traditionnellement, les propositions, dans la logique propositionnelle, comme ça, on les désigne par des lettres à partir de la moitié de l'alphabet. Donc ça fait PQ. PQ. Alors, dans le si alors, par exemple, on dira le si alors, l'antécédent, c'est P, et le conséquent, la conséquence, c'est Q. Donc, quelles sont les valeurs possibles? Ils peuvent être vrais tous les deux, l'antécédent et le conséquent. Le premier peut être vrai et le deuxième faux. Et alors, il se peut aussi que l'antécédent soit faux et le conséquent vrai, l'antécédent soit faux et le conséquent faux. Donc, là... ce qu'on fait alors, c'est un tableau matriciel en quelque sorte. Donc, quand ils sont tous les deux vrais, alors c'est bien, c'est vrai. L'ensemble formé par l'antécédent, le conséquent, relié par la flèche, ils sont ça. Le premier est vrai, le deuxième faux. Ah non, à partir du vrai, on n'a pas le droit de tirer le faux. Il n'y a pas de coup là, non. Et puis les deux autres, code libette, à partir du faux, on peut tirer tout ce qu'on veut. Vrai. Alors vous voyez, on fait un tableau comme ça. Et dans la partie supérieure, on va mettre le signe et, on va mettre le signe ou, on va mettre par exemple le signe et, ben, il est vrai seulement si les deux sont vrais en même temps. Dans tous les autres cas, s'il y en a un des deux qui est faux, alors ça va pas, ça va plus. Et pour le ou des logiciens, ça ressemble un peu à et ou, parce qu'il est très généreux, on appelle ça une conjonction inclusive, il est inclus dans ses grands bras ouverts. Et donc c'est toujours vrai, sauf quand les deux sont faux. Il suffit qu'il y en ait un qui est vrai. Voilà, et ainsi de suite. Et bien sûr, la négation. En tout, il y a 16 entrées comme ça. Mais on ne se sert pas de toutes, parce qu'il y en a qui sont triviales, qui ne sont pas intéressantes. Tout ça. Il y en a une qui s'appelle la tautologie, ben c'est vrai tout le temps. Et il y en a une qui s'appelle la contradiction, et c'est faux tout le temps. Et voilà, bon, ce qu'on aime bien, parce que c'est pratique pour les calculs, c'est qu'il y ait une seule valeur qui varie, quoi. 3 vrais, 1 faux, 3 faux, 1 vrai. Enfin, pour ceux qui font du hacking, ça peut faire un petit peu penser à quelque chose. Et les logiciens, les informaticiens se servent de ça en les appelant avec des noms un petit peu différents. Il y en a qui aiment bien faire de la programmation. Et ils reconnaissent assez facilement ce genre de figure. Alors, bon.
Alors, voilà. Une chose que je voulais vous dire à propos de Wittgenstein. C'est dans un livre publié en 1921 qui s'appelle Tractatus Logico-Philosophicus qu'il a fait ce grand tableau avec les 16 entrées qui n'avaient jamais été faites, des matrices pour un connecteur, pour deux connecteurs, des petits tableaux matriciels avaient été faits, mais pas les 16. Et donc, quand il a fait les 16, il a dit, ça, ce sont les tables de vérité. Et j'aimerais bien vous rendre attentif au fait que ça évoque un petit peu Moïse descendant du mont Sinaï. Verreistafeln, ce sont les tables de vérité. C'est des matrices pour des combinatoires de connecteurs comme ça, qui sont commodes. Mais table de vérité, c'est un mot, je trouve, très fort. Oh, fort. Et souvent, quand on trouve quelque chose, on emploie un mot très fort, même si dans les années qui suivent, quand on voit les gens qui font de la programmation et tout ça, ils n'emploient plus du tout ce vocabulaire assez triomphant en quelque sorte. Et bon, j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser des vocabulaires triomphants quand vous ferez vos ruptures dans les mois et les années qui viennent. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à poser à Eric Wickers, c'est le moment ou jamais. D'habitude, c'est pas le cas, mais si vous voulez le faire, c'est possible. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Donc, je vais poser une question. J'ai fait le cursus de 5 ans d'études de Beaux-Arts et je me demandais justement ce qui sépare vraiment, en fait, je me suis demandé, mais tout au long de mon cursus, en fait, c'est à savoir ce qui sépare vraiment l'élève du professeur. Et à part le papier, en fait, à part le papier qui signifie qu'on a un diplôme. C'est-à-dire que moi j'ai quand même, j'ai rencontré plusieurs professeurs, et pareil, je ne citerai pas de nom, et j'ai fait des projets sur lesquels j'ai réfléchi, j'ai bossé, dans lesquels je croyais fortement, et qui étaient plus ou moins, on va dire, carrés, et qu'on ne pouvait pas bouger, c'est-à-dire que j'avais mon idée, et ça me paraissait illogique justement d'en sortir. Et c'est là que des professeurs m'ont dit de faire autre chose. Alors c'est là où je me demande si c'était l'histoire du papa qui va dire à son fils de mettre les doigts dans la prise pour qu'il ne le fasse pas, ou justement le professeur était incapable de trouver une solution pour moi et de me donner la seule qu'il avait et qui n'était peut-être pas justifiable et justifiée en fonction de mon travail. Oh, c'est une question difficile. C'est-à-dire, moi j'imagine... bon. Moi j'ai pas fait d'études d'art, donc on peut aussi devenir artiste sans avoir fait des études d'art. Et il y a un problème de définition mutuelle entre
l'enseignant et l'étudiant. La définition est mutuelle, c'est-à-dire l'étudiant reconnaît comme enseignant et avec le fait que les enseignants ont une conscience plus ou moins claire de leur rôle. Et notamment, la conscience de son rôle, c'est de dire s'il considère que c'est utile de venir dans cette école, c'est pour se déplacer. Et par rapport à ce que vous veniez de dire sur le fait que c'était des projets assez carrés, dans lesquels il eût été illogique de changer quoi que ce soit, on peut se dire, on ne voit pas trop ce que l'école peut lui apporter. J'imagine que à partir du moment où ça a dû vous arriver qu'on vous dise ça, non? Ouais, ça m'est arrivé, mais c'est en particulier un projet, en fait, mais souvent avec un professeur en particulier, qui quand il ne comprenait pas forcément mon projet, qui était assez simple, à vrai dire, il me demandait d'en faire d'autres. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une solution, c'est une solution qu'on m'a souvent donnée, c'est en faire d'autres pour peut-être qu'à partir d'un certain nombre de répétitions de ma pièce, il y a quelque chose qui se dégage, autre chose. Alors ça, moi je suis persuadé, mais bon, c'est un peu difficile de discuter dans l'attrait comme ça, mais on pourra continuer cette conversation de manière privée, si vous êtes dans la région, tout ça, les jours qui viennent. Mais parce que là, c'est un peu trop abstrait. Mais ce que je pense souvent utile, voire nécessaire, c'est de refaire. Si c'est ça que ça veut dire. La chose a été faite une fois, il faut pouvoir... La chose a été faite une fois, mais après, oui, je pense que c'est plus privé, si on va pas commencer à... Voilà, je vais pas vous expliquer ce que j'ai fait exactement, c'est pas... Mais refaire, je pense que c'est vraiment bien. Parce que ça change. Et ça, quand on refait plusieurs fois, ça évolue. Ça, je suis bien d'accord. Ça a marché pour plein de projets, et j'avoue que ça peut ouvrir énormément de portes et justement évoluer vers quelque chose qu'on s'attend pas forcément. Voilà, exactement. Mais dans le cas où j'étais plus dans l'idée, en fait, dans le, comment dire, la pièce jetée, c'est-à-dire presque le ready-made, c'était quelque chose quand même qui était assez, c'était des idées jetées, c'était plus des gestes qu'autre chose. Et c'est en ça que ça rentrait pas forcément dans mon projet. Et en finalité, ce professeur m'a amené au diplôme, mais il n'a jamais compris ce que j'ai fait. Bon, j'ai eu mon diplôme, c'est une chose incroyable. Mais non, sérieusement, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a assez freiné dans ma dernière année, c'est de savoir quelle était la différence en fait entre moi et le professeur à part du papier. Et dans l'autorité, dans cette idée d'autorité, je trouvais que ça rejoignait un peu... Oui, ça recoupe vraiment le problème que j'ai voulu pointer moi aussi. Donc c'est bien d'avoir un écho vivant. Voilà. Donc j'en suis pas mort. Merci. Merci.